Interface. Une émission d'échange, une émission d'écoute critique et de questionnement. Interface. Nous c'est l'homme, nous pas qu'un bécrasse. La l'idée s'écraser, barrière pas comprendre. Chita parler, qu'a changé la vie. Interface. Une émission hebdomadaire chaque dimanche à midi, reprise le mercredi soir à 9 h. Interface. Simbarele, m'a tout fait. Notre invité à Interface aujourd'hui est Robert Ménard, secrétaire général de Reporters sans frontières. Robert, bonjour. Bonjour. Robert Ménard, vous êtes ici, arrivé à Port-au-Prince il y a 3 jours, venu pour une mission d'enquête en Haïti, en particulier sur le cas Jean-Dominique et sur le cas de la situation de la presse haïtienne. D'abord, première question, Reporters sans frontières, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, c'est une organisation qui n'est pas une organisation corporative. C'est-à-dire, on n'est pas un syndicat. On n'est pas là pour défendre le sort des journalistes. On est une organisation de défense des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans n'importe quel pays, pour qu'une démocratie fonctionne, pour qu'on respecte l'état de droit, que la justice fonctionne, que la liberté d'expression des gens fonctionne, on a besoin d'une presse indépendante du pouvoir, d'une presse qui informe les citoyens. Il n'y a pas de vrais citoyens, il n'y a pas de vrais votes s'il n'y a pas de gens qui savent d'abord ce qui se passe chez eux et ce qui se passe dans le monde. On est exactement là pour ça. Or, pour qu'il y ait ce droit à l'information des gens, qui est un droit reconnu dans le droit international, il faut qu'il y ait des journalistes qui fassent librement leur métier. Donc, notre boulot, je dirais, en 2 mots, c'est 2 choses. C'est intervenir chaque fois que des journalistes ou des médias sont menacés. Il y a 189 États qui siègent aux Nations Unies, il y en a la moitié qui ne respectent pas la liberté de la presse. Généralement pas les droits de l'homme d'ailleurs. Donc premier boulot, je dirais un travail de dénonciation, être une sorte d'amnistie internationale des journalistes, être là chaque fois qu'il y a un problème dans un pays. On intervient comme ça, je dirais, je sais pas, 500, 600 fois par an dans autant d'affaires de presse. Alors, ça va depuis une loi qui est une loi liberticide, qui est un retour en arrière, jusqu'à l'assassinat de journalistes ou la mise en prison de journalistes. Il y a une centaine de journalistes qui sont en prison à l'heure où nous parlons. Ça, c'est le premier job, le premier boulot de Reporters sans frontières. Le deuxième, c'est une fois que vous avez dit, mettons, il y a 100 journalistes en prison, c'est bien de le dire, reste qu'ils sont en prison. Donc, c'est un travail d'assistance. Ça veut dire, dans ces cas-là, par exemple, c'est aider les familles. Je pense, mettons, aujourd'hui, il y a 17 ou 18 journalistes chinois qui sont en prison. Vous savez, quand un journaliste est en prison, en général, il n'y a plus un sou dans la maison. Il faut bien continuer à payer le loyer, payer la famille, assurer un certain nombre de choses. On est là pour ça. La plupart du temps, quand il y a des gens en prison, ils n'ont même pas les moyens de payer des avocats. Donc, payer des avocats. Faire en sorte que s'il y a besoin de soins, il y a un médecin qui soit là. Dans le cas d'attaques contre des médias, et malheureusement, je sais pas, je pense à l'Afrique où ça se compte par dizaines chaque année, avec du matériel volé, du matériel cassé, dans des radios par exemple, qui sont saccagées, on est là pour donner le coup de pouce pour le redémarrage. On n'est pas des gens qui faisons du travail sur le long terme, on est dans l'urgence, mais dans l'urgence aux côtés des gens. Donc on dénonce d'un côté, puis on assiste de l'autre. Vous assistez dans des cas aussi, je sais que vous revenez d'Afghanistan, vous avez assisté à la situation dans la région avec des cas de violation de droit à l'expression, violation aussi, et puis aussi mort de journalistes. Il y a eu 10 journalistes tués en Afghanistan. Vous en revenez, qu'est-ce que vous avez tiré de cette visite? D'abord, un immense désespoir, parce que vous voyez pas, et vous voyez bien, j'entendais tout à l'heure la radio, on voit mal comment sortir d'une situation complètement chaotique. On n'a pas affaire en Afghanistan à un méchant absolu qui serait monsieur le Mollah Omar et puis Ben Laden, qui sont certes d'abominables personnages, mais avec, je veux dire, en face des gens qui seraient de proches chevaliers de la démocratie et tout. L'Alliance du Nord, écoutez, ils sont tous sauf démocrates, ils sont à la démocratie ce que je suis à la papauté à peu près. Ils ont été au pouvoir, les gens l'oublient, parce qu'évidemment, personne n'a parlé de l'Afghanistan pendant des années. Ils ont été au pouvoir, l'Alliance du Nord, entre 92 et 96, et ils ont tenu Kaboul. Ils ont détruit Kaboul. Ils se sont battus entre eux comme des chiens. Ça a été une période terrible. Il faut pas oublier, les gens s'en souviennent pas maintenant, que quand les talibans sont arrivés au pouvoir en 1996, ils étaient accueillis comme des sauveurs, comme des gens qui allaient pacifier enfin un pays où des seigneurs de la guerre faisaient une loi qui était absolument terrible. On parle beaucoup des femmes sous les talibans. Attendons de voir. Je vous garantis que dans l'alliance anti-taliban, il y a des gens qui ont à peu près le même respect des femmes que le Mollah Omar a comme respect des femmes. Donc c'est ça la situation, le toile de fond. Nous, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait?
on a été confronté à deux types de situations. D'abord, vous vous rappelez, il y a des journalistes qui ont été pris, qui ont été arrêtés, détenus par les talibans. Donc, notre boulot, et c'est souvent le cas au Reporters sans frontières, c'est un travail, c'est de négociation avec un certain nombre de gens. L'intérêt des organisations non gouvernementales, c'est, pour être précis, clair dans une négociation, par exemple, comme ça. Les Occidentaux ne voulaient pas rencontrer les talibans. On était en guerre, les pays occidentaux étaient en guerre contre les talibans, le sont toujours, donc il était impossible pour... que vous dire, par exemple, un ambassadeur de rencontrer officiellement les responsables talibans. Vous ne pouvez pas à la fois faire la guerre à des gens, puis aller discuter avec eux. Donc, à quoi nous servons, Reporters sans frontières, à mener des négociations dans ce cas-là? C'est-à-dire que nous avons rencontré les talibans, on a discuté avec les talibans, et on a négocié. Ça a pris des semaines pour sortir un certain nombre de journalistes. Il y avait des journalistes afghans. On y est arrivé dans ce cas-là. Tant mieux, mais il y a des fois où on n'y arrive malheureusement pas. Donc une grosse partie là du boulot de Reporters sans frontières, comme souvent, c'est de négocier avec des gens qui sont en l'occurrence des voyous, pour les appeler comme ils sont, mais on est là et on peut discuter, ils nous écoutent, ils entendent, ils savent qu'on peut discuter, que quand on s'engage, on va le faire, parce qu'on s'engage aussi vis-à-vis par rapport à ce que nous disent les Occidentaux qu'ils sont prêts à faire. Donc voilà la première chose qu'on fait. La deuxième chose qu'on fait dans le cas de l'Afghanistan, vous avez dit, c'est les journalistes tués. Alors là, malheureusement, et vous savez ce qu'il en est, quand quelqu'un est tué, vous ne pouvez plus rien faire après. Sauf que vous pouvez faire deux. Un, se poser la question de comment on a pu tuer autant de journalistes en Afghanistan et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'en tuer d'autres. C'est-à-dire, en l'occurrence, c'est une zone de guerre. Quelles mesures de sécurité? Est-ce qu'il y a eu, de la part des journalistes, des risques pris trop importants? Ou au contraire, est-ce qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait et puis c'est les risques du métier, il n'y a rien à y faire? Comment les directions de ces médias se comportent? Est-ce que ces journalistes avaient toutes les formations? Vous savez, il y a des formations qui sont dispensées dans un certain nombre de pays pour les zones de guerre et tout. Donc, premier type de question auquel on essaye de répondre. Et deuxième type de question, c'est évidemment l'impunité. C'est l'impunité, c'est qu'est-ce que les nouvelles autorités afghanes vont faire pour s'en prendre à ceux qui ont tué ces journalistes. Et ça, c'est aussi un deuxième volet de l'action de Reporters sans frontières. Je vais vous donner un seul chiffre, je vais éviter de vous abreuver, de vous assommer de chiffres. Quand même, en 15 ans, 780 journalistes assassinés dans le monde, 95% de cas d'impunité. 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans bon nombre de cas, c'est pas qu'on ne cherche pas, qu'on ne trouve pas, les assassins de journalistes, ça veut dire qu'on ne les cherche même pas. Dans un certain nombre de cas, les gouvernements sont eux-mêmes impliqués dans ces assassinats. Et vous vous doutez bien, quand vous êtes impliqué ou quand c'est vos amis qui sont impliqués dans ces assassinats, vous faites absolument rien pour trouver pour qui est responsable de cet assassinat. Évidemment. Et là, ça nous amène toujours à l'Afghanistan, à la couverture de presse qui a été faite autour de cette guerre. Couverture de presse particulièrement, je voulais toucher là aux contraintes à la liberté de la presse qui ont été enregistrées aux États-Unis, c'est-à-dire les pressions pour que la presse entière se mette au service de l'effort de guerre, au service de la lutte contre le terrorisme. Écoutez, ça a été une espèce de stupéfaction pour Reporters sans frontières, et je suppose pour tous les journalistes, vous y compris. D'abord, les États-Unis, c'est le pays du premier amendement. Vous savez, le premier amendement, c'est cette espèce de garantie absolue que le Congrès ne touchera jamais à la liberté de la presse. C'est le pays un petit peu modèle en termes de liberté de la presse pour un certain nombre de gens. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'au lendemain du 11 septembre, écoutez, ça a été terrible, je suppose qu'on a tous été bouleversés par ces images comme n'importe qui. En même temps, cette émotion légitime produit une information invraisemblable. C'est-à-dire, d'un coup, les médias américains se mettent comme un seul homme, si j'ose dire, derrière leur propre gouvernement, oubliant tout regard critique que normalement, nécessairement, les journalistes ont par rapport, y compris à leur propre gouvernement. Et d'autre part, on voit les autorités américaines, d'un coup, tenir des propos, prendre un certain nombre de mesures qui sont autant de limites à la liberté de la presse. Je vais vous citer deux exemples dans deux domaines différents. Concernant Internet, et Dieu sait que les États-Unis ont donné des leçons de morale au reste du monde en disant Internet, il ne faut pas y toucher, c'est un nouvel instrument de liberté. Quiconque légifère dans ce domaine-là menace la liberté d'expression sur Internet. Et ils avaient raison, on était d'accord avec eux et on le disait nous-mêmes. Et d'un coup, on les voit prendre un certain nombre de mesures sous prétexte que les intégristes, que les terroristes ont utilisé Internet pour d'un coup trouver « Ah non, pas du tout, on a changé d'avis, maintenant on va empêcher les gens de crypter leur information ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez crypter vos messages, ça veut dire que vous pouvez les mettre en gros à l'abri du regard extérieur. C'est un petit peu comme le courrier, une lettre. C'est comme si l'administration des postes vous disait du jour au lendemain « Attendez, on s'empêche pas, on s'interdit plus d'ouvrir votre
votre courrier pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que nous disent les Américains pour Internet. Stupéfaction, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'ils font? On proteste. Ah non, 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 on a changé. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme permet n'importe quoi. Et en l'occurrence, c'est n'importe quoi. Deuxième modèle, Al Jazeera. Vous savez, cette radio donc du monde arabe, du Qatar, qui fait une information différente que celle des Américains. Et qui a été la première à transmettre, par exemple, la première allocution de Ben Laden. Qui a fait son boulot. Attendez, vous êtes journaliste. Michel, on vous donne en exclusivité une interview de ce type-là. Vous la diffusez ou pas? Absolument. Et bien sûr, n'importe quel média américain l'aurait diffusé. Simplement, Al Jazeera a le malheur de ne pas être américain dans cette guerre-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le gouvernement américain intervenir auprès du prince du Qatar, l'émir du Qatar, pour lui dire qu'il faudrait peut-être arrêter là-dessus, mettre la pédale douce, si j'ose dire, et arrêter de donner la parole à Ben Laden, en gros, aux ennemis des Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, moi, je connais les dirigeants d'Al Jazeera depuis 1996, depuis qu'elle a été créée, cette télévision. C'est la seule, ou une des rares télévisions, médias du monde arabe un peu crédibles. On avait l'habitude des pressions sur Al Jazeera, mais venant des gouvernements les plus rétrogrades du monde arabe. Tous les gouvernements les plus réactionnaires du monde arabe, un jour ou l'autre, où ils avaient foutu dehors le correspondant d'Al Jazeera, où ils faisaient pression sur l'émir du Qatar. Mais voir les États-Unis, le pays qui se présente comme le pays de la liberté d'expression, et son gouvernement faire pression en disant non, on donne la parole aux gens qu'on n'a pas envie d'entendre, c'est invraisemblable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de situation unique depuis des années. On se rend compte que quand les pays, quand c'est leur propre sécurité qui est en cause, quand c'est leur propre suprématie qui est en cause, leur grand discours sur la liberté de la presse, et malheureusement pour la presse américaine, leur indépendance, elle en a pris un coup. Et on est inquiet parce que ça veut dire que c'est la porte ouverte à tout un tas d'autres régimes. Moi j'entends depuis le 11 septembre, excusez-moi d'être un peu long, mais ça nécessite... Je me sens cette explication, je finis là-dessus. Depuis le 11 septembre, tout un tas de gouvernements autoritaires dans le monde, je peux vous en citer 25, des chefs d'État, des premiers ministres que j'ai eus ou que j'ai vus depuis le 11 septembre, qui me disent « Mais écoutez, qu'est-ce que vous venez nous faire une leçon de morale sur les droits de l'homme et la liberté de la presse? Regardez les Américains, on fait comme les Américains. Aujourd'hui, il suffit que vous qualifiez vos opposants de terroristes pour vous permettre ce que vous voulez. Aujourd'hui, le problème, il n'est plus de défendre les droits de l'homme ou pas dans l'esprit d'un certain nombre de gens, y compris dans les grandes démocraties. On vous somme de choisir entre vous êtes pour ou contre les terroristes. Si vous dites « je suis contre les terroristes, mon opposition, ce sont des terroristes », des fois, l'opposition n'a absolument rien à voir avec le terrorisme et tout. Vous pouvez terroriser votre propre population dans toute tranquillité. Ça veut dire qu'on est à un retournement de situation où le combat pour les droits de l'homme, il est encore plus important. Et cette situation est extrêmement grave. Ce qui veut dire que Reporters sans frontières se penche aussi sur la situation dans les pays du Nord et pas seulement sur les pays du Sud, parce que l'impression donnée, c'est que les cas d'impunité contre d'assassinat de journalistes, de violation de liberté de la presse, Reporters sans frontières donnait l'impression que c'était surtout les pays du Sud qui étaient visés. Écoutez, malheureusement, il n'y a pas que les pays du Sud qui menacent la liberté de la presse, et je m'empresse d'ajouter que ça n'a strictement rien à voir, l'état de richesse. Je connais des pays pauvres du Sud, qu'est-ce que je peux vous citer? Le Sénégal, le Bénin, le Mali, pour citer pétant. 3 pays parmi les plus pauvres du monde. Le Mali, c'est un des pays les plus pauvres du monde. C'est encore plus pauvre qu'Haïti. Le Mali, c'est un pays terriblement pauvre et tout. Voilà 3 pays respectueux des droits de l'homme globalement et de la liberté de la presse globalement. Or, il y a des problèmes, mais comme dans n'importe quel pays. En revanche, je vais vous prendre un pays, par exemple, il y a 15 jours, on a publié, vous savez, on publie chaque année, 2 fois par an, une liste des prédateurs de la liberté de la presse. On a inscrit dans cette liste-là le chef d'état-major de l'armée israélienne. Parce que l'armée israélienne, je sais que c'est pas un pays pauvre, Israël, se comporte comme quelqu'un qui est un ennemi, un prédateur de la liberté de la presse. Pourquoi on a mis ça? Alors évidemment, ça a fait un scandale. Comment vous osez montrer du doigt Israël et tout? Écoutez, depuis le début de la deuxième intifada en septembre dernier, en septembre 2000, il y a 45 journalistes qui ont été blessés par balle. Dans quasiment tous les cas, c'est par Tzahal, l'armée israélienne. Est-ce que vous avez vu un soldat, un officier israélien poursuivi et condamné pour avoir tiré sur un journaliste? Il faut que vous me donniez un nom, je n'en connais aucun. Donc on a rencontré il y a 3 mois les autorités israéliennes, je leur ai dit écoutez, il y en a marre, ça veut rien dire, vous pouvez pas expliquer vous aussi que vous êtes pour la liberté de la presse si vous ne sanctionnez pas ceux parmi vos soldats
qui n'hésite pas à tirer. Souvent, comme ça, il se paye un journaliste. Il faut dire qu'il se paye un journaliste palestinien la plupart du temps. Donc, vous avez compris, cette espèce d'état schizophrénique. Si vous êtes israélien journaliste, on ne va pas vous tirer dessus. Si vous êtes palestinien journaliste, vous avez aux yeux de l'armée israélienne un défaut rédhibitoire. C'est pas d'être journaliste, c'est d'être palestinien. Donc, je plaisante, mais c'est terrifiant. Vous êtes dans des conditions, il y a des gens qui se sont fait tirer comme des lapins. Comme des lapins. Puis même des balles en caoutchouc à 10 mètres, ça blesse, ça peut tuer quelqu'un. On leur a dit ça, ils nous ont dit on vous promet, ils ont dit publiquement, j'étais sur place, il y a eu des conférences de presse, ils ont dit annoncer publiquement, il n'y a pas de problème, il y en a marre de l'impunité, là encore on tombe toujours sur les problèmes d'impunité, on va sanctionner. 4 mois après, pas l'ombre d'une sanction, on les a mis sur cette liste-là. C'est pour vous dire que surtout, il s'agit pour nous de mesurer un État uniquement à l'aune de son respect ou pas des droits de l'homme et de la liberté de la presse. Je suis français, la France est régulièrement, dans les rapports de Reporters sans frontières, montrée du doigt parce qu'il y a de vrais problèmes en France de liberté de la presse. Ah, évidemment, il y a moins de problèmes en France qu'en Chine populaire, hein, ou que le discours que j'ai ici, ou qu'à Haïti. Si j'étais, je sais pas, en Corée du Nord, ni vous ni moi n'aurions cette discussion ici. Donc il y a des pays où il y a plus ou moins d'atteintes aux libertés de la presse, mais il y a de notre part la volonté de montrer du doigt, de dénoncer toutes les atteintes à la liberté de la presse, quelles qu'elles soient. Robert, vous avez parlé tout à l'heure de 780 journalistes assassinés et de 95% de cas d'impunité. Vous êtes ici en Haïti maintenant, en particulier sur le cas Jean-Dominique. Vous avez rencontré beaucoup de gens autour de ce cas depuis 3 jours. Et votre bilan de ces rencontres, d'abord du côté justice, vous avez rencontré hier le ministre de la Justice. Oui, écoutez, j'ai rencontré le ministre de la Justice, j'ai rencontré les responsables de la police, j'ai rencontré les responsables du Sénat. Que vous dire ? Au mieux, je dirais que c'est une situation ubuesque, je dirais plutôt tragique. On est dans un cas d'impunité type modèle, si j'ose dire. Je m'excuse de dire ça en face de vous et à votre micro. On est dans le cas modèle. Je veux dire, s'il fallait prendre un exemple de ce qu'est l'impunité, de ce que ça veut dire, je prendrais le cas de Jean-Dominique. On a affaire à des gens qui sont... Il n'y a aucune volonté de leur part de faire la lumière sur cette affaire-là. Je le dis brutalement, c'est exactement ce que je pense. Tous les arguments qui consistent à me répondre ou à nous répondre, ou je suppose à vous répondre, mais ici, en Haïti, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens que j'ai vus. Vous savez, monsieur Ménard, on n'a pas de tradition démocratique, vous savez, on a peu de moyens, vous savez, c'est plus difficile. Mais attendez, je l'entends partout dans le monde, ce discours-là. Pour lever l'immunité parlementaire de monsieur Dany Toussaint, il y a besoin de 50 ans de tradition démocratique et de moyens financiers? Non, il y a besoin de volonté, de courage. Politique, même pas politique, civique, de courage civique. Aujourd'hui, pour faire qu'un certain nombre de mandats d'arrêt soient exécutés de la part de la police, il y a besoin de tradition démocratique ou il y a simplement besoin de volonté politique et de volonté des patrons de la police pour dire vous allez me les chercher et vous me les ramenez quand tout le monde sait où ils sont? Absolument, c'est ça qu'ils librement. Ils circulent librement. J'ai rencontré hier, justement, sur ce point-là, le directeur général de la police nationale, et je lui disais, enfin, attendez, pour monsieur Civil et monsieur Raymond, qu'est-ce qu'il en est? Ils font des conférences de presse et tout. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Je vais vous le dire, parce que je croyais, mal entendre, je lui ai fait répéter. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour arrêter ces 2 personnes, puisqu'il y a un mandat? Vous êtes là pour ça? Vous l'avez, le mandat? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, ah, mais ils me préviennent pas qu'ils tiennent des conférences de presse. Alors je lui ai dit, attendez, j'ai cru d'abord que je comprenais mal le propos. Je lui ai dit, pardon, monsieur, vous m'avez dit quoi exactement? Ils me préviennent pas qu'ils tiennent des conférences de presse. J'ai dit, attendez, parce qu'il faut aussi qu'ils vous appellent pour vous dire à quel endroit et où il y a une conférence de presse et que vous veniez les chercher. J'ai dit, mais vous vous moquez de moi. Alors j'hésite. Il me prend pour un imbécile. Il prend les Haïtiens pour des imbéciles. Il est lui-même quelqu'un. Je ne le prends pas moi pour un imbécile. Ça veut dire que manifestement, il n'y a pas de volonté. En plus, j'ai appris depuis que lui-même les avait rencontrés après que les mandats aient été émis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a besoin de quoi là? Ça veut dire que c'est un déni de justice. Ça veut dire que ce monsieur que je ne connais pas, donc j'ai aucun problème ni personnel, c'est la première fois que je l'ai rencontré, dans n'importe quel pays où l'État fonctionne normalement, pas parfaitement, normalement. Mais il devrait lui s'en expliquer devant la justice. Ça s'appelle de la complicité, ça a un nom.
Quand on n'arrête pas des gens qu'on est chargé d'arrêter, quand on peut les arrêter, tout le monde le sait, ils ne cessent de faire des conférences. Il y avait un rassemblement public où a participé l'un d'entre eux. Absolument, je lui disais, mais ils sont partout, tout le monde les rencontre, il n'y a que vous qui ne les trouvez pas. Alors qu'on me dise, qu'on me prenne pas pour un imbécile, et qu'on me dise, ces deux personnes qui ont derrière eux des organisations populaires, qui sont capables de mobiliser, et comme me l'a dit quelqu'un d'autre, j'attends de voir quel policier aura le courage d'aller les chercher. Ça, c'est un autre argument. Mais c'est un aveu complet sur l'état de fonctionnement de ce pays. Si la police n'a pas le courage, ou n'a pas l'indépendance, ou n'a pas la volonté d'arrêter deux personnes, parce que ces deux personnes, Monsieur Civil et Monsieur Raymond, sont à la tête de groupes qu'on appellerait... Partout ailleurs, ici, je veux bien qu'on les appelle des organisations populaires. Elles l'ont peut-être été. Ailleurs, on dirait tout simplement, si on appelle un chat, des espèces de milices au service d'un certain nombre d'intérêts. Si on a peur d'eux, mais on le dit. On ne dit pas qu'on les trouve pas. Et ça, je suis... Écoutez, j'ai l'habitude de voyager, de voir un certain nombre. Je suis profondément choqué parce que c'est scandaleux. C'est pas les seuls mandats. Il y en a encore des autres. Il y a d'autres mandats. Et là encore, chaque fois qu'il y a des mandats, manifestement, il n'y a aucune montée. J'insiste plus sur ces deux-là parce que sur ces deux-là, c'est tellement évident que si on voulait les arrêter, on les arrêterait. Manifestement, dans toute cette affaire, il y a systématiquement des gens qui ne font pas leur boulot. Écoutez, j'ai rencontré le juge Gassan longuement, qui m'a raconté dans les détails ce qui s'était passé pour Panel Renélus. Attendez, quelqu'un qui est poursuivi. Toujours, je fais la liaison parce que le juge Gassan m'a dit, mais j'ai eu 2 fois moi-même au téléphone le directeur général de la police pour lui dire, il faut aller les protéger, il faut les mettre dans une cellule, j'ai besoin de les voir, ils sont, pour moi, dans le dossier et donc j'ai besoin de les interroger. Vous savez ce que m'a raconté ? Ce que m'a répondu le directeur général de la police? Il m'a dit, ah non, mais c'est la faute du juge Gassan si on les a tués. J'ai dit quoi? C'est la faute du... Mais oui, il n'y avait pas de problème. Avant, il y avait quelques petites personnes qui étaient là. Mais c'était de la curiosité. Personne ne le menaçait. C'est parce que le juge Gassan est arrivé. Je vous le cite. C'est parce que le juge Gassan est arrivé sur place et que les gens ont dit, le juge Gassan va prendre Panel Renélus et va le mettre à l'abri, que d'un coup, il y a eu cette échauffourée. C'est donc sa faute à lui. Je le cite, c'est pas moi qui dis ça. C'est le directeur général de la police nationale d'Haïti qui dit c'est le juge qui est responsable. Sinon, monsieur Ménard, mais il n'y avait aucun problème. Oh, c'est pas parce qu'il y avait 3 ou 4 personnes, je le cite. 3 ou 4 personnes devant qui faisaient un peu de chahut, mais personne n'allait s'en prendre. Ils avaient des machettes et ils faisaient simplement du chahut. Ils étaient sur la galerie du commissariat. Je lui ai répondu ça, je lui ai dit, vous n'avez pas été foutu de le mettre derrière des barreaux, vous n'avez pas été capable d'appeler. Ah, mais il n'y avait pas de problème, c'est la faute du juge. Qu'est-ce que vous voulez penser de ce monsieur? Il fait son boulot, ce monsieur? Et s'il ne fait pas son boulot, c'est la classe politique qui est responsable. Parce qu'on ne peut pas non plus faire, on va pas faire du directeur général de la police national qui manifestement fait pas son boulot, là il n'y a pas l'ombre d'un doute, mais enfin il a des gens au-dessus de lui. Absolument, il y a un ministre au-dessus de lui. Il y a un secrétaire d'État à la sécurité publique et il y a un ministre de la Justice. Voilà, il y a un Premier ministre, il y a un chef de l'État, il y a une cascade de responsabilités. La responsabilité, ça veut dire quelque chose. En droit, ça veut dire quelque chose. Vous savez, nous, on poursuit des gens sur le terrain de la justice internationale. Dans ce cadre-là, dans n'importe quel pays, on demanderait des comptes, évidemment, à la police, mais on demanderait des comptes à tous ceux qui sont au-dessus de la police, à son ministre, à son Premier ministre et au chef de l'État. Quand je vois comment ça se passe, toujours, ça c'est une des choses qui me choque le plus profondément. Quand j'ai discuté avec le juge Gassan et que je vois comment la hiérarchie, sa propre hiérarchie, ne joue pas le jeu. Écoutez, vendredi, il était encore traîné devant un conseil de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait le doyen? Que fait sa hiérarchie? Je croyais naïvement que la hiérarchie qui est au-dessus d'un juge, elle est là pour le protéger. Elle est là pour assurer, y compris sa tranquillité par rapport au pouvoir politique. Elle est normalement là, vous savez, pour être une espèce de tampon, de mur qui protège le juge instructeur qui mène son métier de tous ceux qui sont chargés de faire... qui sont chargés, non, qui ne devraient pas être chargés, mais qui se sentent obligés de faire des pressions. Et là, le nombre d'anecdotes qu'il m'a raconté, sa vie quotidienne et tout, je vois une hiérarchie, sa propre hiérarchie, mais aussi au niveau du ministère, de gens qui manifestement
font tout pour le discréditer, ne lui assurent pas sa sécurité, ne font pas le minimum de travail pour le mettre en confiance. Les risques qu'il prend, il devrait avoir tout autour de lui des gens qui sont là pour le protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là encore, il y a une responsabilité politique. Et quand on me répond c'est un problème de moyens, un problème de tradition, c'est pas vrai. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas intérêt à ce que la lumière soit faite. Et vous avez rencontré le ministre de la Justice aussi sur le même thème, la même question, et le ministre de la Justice est censé être au-dessus de la police. Et ses réponses? Ses réponses, c'est pas de réponse. Je lui dis, mais vous avez demandé une explication? Oui, j'ai encore rencontré, il me dit, je viens de téléphoner, vous savez, c'est ce que vous disent toujours les gens, je viens de téléphoner à l'instant au directeur général de la police. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit non, qu'il n'arrivait pas à les trouver. J'ai dit, écoutez, monsieur le ministre, il se moque de vous. Qui se moque de moi, c'est une chose. J'ai le sentiment qu'il se moque de vous et de moi, mais aussi de vous. Je vais lui écrire. Ça fait 3 mois que ça dure. Alors, le ministre me fait de grandes déclarations sur son attachement aux droits de l'homme, à la liberté de la presse, à la lutte contre l'impunité. Mais écoutez, je vais être brutal à votre micro. Je m'en fiche et contrefiche de ces grandes déclarations. Qu'est-ce qu'on se fout des déclarations d'un ministre? Ce qu'on veut, c'est des gestes d'un homme politique. Les attachements, je ne connais pas, moi, un dictateur dans le monde qui, quand je le rencontre, ne me dit pas qu'il est pour les droits de l'homme. Vous en connaissez, vous, des gens qui disent « je suis pour la torture, on n'a qu'à mettre tous les gens en prison et tout ». Bien sûr, personne ne vous dit ça. Ce qu'on demande à la classe politique, c'est des faits. On ne leur demande pas des paroles. Le ministre ne fait pas son travail. Le ministre ne fait pas son travail. Et je ne suis pas sûr, pour être tout à fait honnête et pour aller jusqu'au fond de ma pensée, qu'il soit aujourd'hui en position de le faire. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Monsieur le ministre, mais on dit que vous avez été l'avocat de Dany Toussaint, qui est quand même le suspect numéro 1. Je pèse mes mots, le suspect numéro 1. Tant qu'il ne sera pas condamné, je ne dirai jamais qu'il est l'auteur ou qu'il a une responsabilité dans la mort de Jean Dominique. Il est le suspect numéro 1. Tout ce dossier ramène systématiquement à lui. Je lui dis, mais comment ça se fait? Vous avez été l'avocat, c'est quand même un problème d'un point de vue de peut-être pas du droit, mais en tout cas de la morale. D'abord, il me dit, non, absolument pas, je n'ai jamais été l'avocat. Je lui dis, mais attendez, il y a une lettre de vous dans le dossier d'instruction. Il me dit, non, j'ai rencontré une fois Dany Toussaint. Alors déjà, on n'en était plus dans le cadre de cette affaire. Ah, j'ai dit, oui. Je lui ai donné quelques conseils. Ah, j'ai dit, on s'approche un petit peu. Et j'ai dit, et vous n'avez jamais écrit une lettre? Ah, je lui ai écrit une lettre pour lui dire ce que je pensais. Vous savez, c'était au moment où il était convoqué par le précédent juge pour témoigner et qu'il refusait jusque-là de venir comme témoin rencontrer le premier juge d'instruction qui était en charge de ce dossier. Et il me dit, ah, mais je n'ai jamais touché d'honoraires. Bref, quand même, il a eu une affaire, il a été partie prenante de ce procès. Un acte qu'avocat. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et surtout, ce qui a en plus un vrai problème, c'est cette façon de le nier d'abord pour se rendre au fur et à mesure à l'évidence, puisque tout le monde le sait, qu'il y a une trace dans le dossier, qu'il y a un papier de lui, une lettre, la lettre auquel il fait allusion, où d'ailleurs il plaidait pour qu'il ne se présente pas devant le juge d'instruction. Il est ministre aujourd'hui. Est-ce qu'il a répondu à une autre question essentielle et qui touche au dossier qui se trouve maintenant devant le Sénat de la République, au fait qu'il ait envoyé 2 dossiers contradictoires au sénateur, un dossier du juge d'instruction demandant la levée de l'immunité parlementaire, de l'autre côté, un autre dossier d'un juge des référés qui n'avait aucune autorité pour le faire, un juge des référés demandant au contraire au Sénat de ne rien faire. Ah, je vous rassure, à ces questions précises, il n'y a eu aucune réponse précise, parce qu'il n'y a pas de réponse possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'ils disent qu'il accepte de transmettre au Sénat un document que lui-même s'est fait à partir d'une illégalité totale d'un juge de paix? Qu'est-ce que vient faire un juge de paix là-dessus? Qu'il a, à ma connaissance, lui-même sanctionné. Oui, il a sanctionné ce juge, mais ce dossier a quand même été transmis. A transmis, absolument, et sert aujourd'hui d'argument à un certain nombre de sénateurs, parce qu'il va bien falloir parler aussi du Sénat, pour expliquer, il faut mettre en place une commission. J'ai vu le président du Sénat, j'ai dit, mais vous allez quand même pas vous prononcer sur un document qui est entaché d'irrégularité, alors que vous êtes censé, vous, incarner la loi et la légalité même. Il me dit, c'est plus compliqué, il faut une commission, réfléchir, en plus, on n'a pas le temps, on croule sous le travail. Attendez, là encore, c'est se moquer du monde. On a une police qui fait pas son boulot, un ministre qui fait pas son travail, des sénateurs qui trouvent toutes les arguties de mauvaise foi absolue
pour pas se prononcer simplement sur une question simple. Est-ce que quelqu'un qui est accusé de meurtre, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, doit oui ou non s'expliquer devant un juge, doit oui ou non se plier devant la loi? Il me semblait qu'il n'y avait pas deux types de citoyens dans un pays, des citoyens quidam qui sont obligés de s'expliquer devant un juge, et puis des gens qui sont protégés par quoi? L'immunité parlementaire, elle n'est jamais faite dans aucun pays pour protéger quelqu'un dans une affaire de ce type-là. Qu'est-ce que c'est l'immunité parlementaire? Je m'excuse, il faudrait réexpliquer ça au président du Sénat et à M. Dany Toussaint et aux autres sénateurs qui n'ont pas le courage manifestement d'affronter M. Dany Toussaint, leur expliquer que l'immunité parlementaire, c'est fait pour les protéger dans leurs fonctions, pour qu'ils puissent résister aux pressions qui sont faites dans leurs fonctions, pas dans des affaires de meurtre. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, si vous allez voler dans un supermarché, si vous êtes député, l'immunité parlementaire, elle n'a rien à faire là-dedans. Absolument rien à faire. Et c'est moins grave qu'être derrière une histoire de meurtre, d'un assassinat, parce que c'est un assassinat, même pas un meurtre. Il y a eu évidemment préméditation. C'est pas j'ai tué Jean-Dominique parce qu'il me plaisait pas et j'ai tiré une balle parce que je me suis engueulé avec lui. C'est un assassinat. Planifié. Planifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on a affaire à des gens qui se moquent du monde. J'ai posé la question à un sénateur en disant mais comment se fait-il qu'on en soit là? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il y a 3 raisons pour lesquelles on ne votera pas la levée d'immunité parlementaire. Ajoutant même, la commission en question trouvera des arguties pour qu'on n'ait même pas à dire qu'on ne votera pas. Tellement on a peur. J'ai dit, mais pourquoi vous en êtes comme ça? Vous êtes 19, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y en ait tellement peu qui soient capables. Il y a 3 raisons, toutes simples. On est tous du même parti. Et il dit, ça trisse les liens, malgré tout, même s'il y a des divergences. On a peur de Dany Toussaint. Peur, physiquement peur, parce qu'il est dangereux. Et un certain nombre d'entre nous sont achetés par lui parce qu'il est riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand un représentant du peuple élu vous dit qu'une assemblée vit dans ce climat-là par rapport à un de ses membres, qu'est-ce que vous dites? Alors vous baissez les bras, vous dites en tout cas on ne va pas attendre d'eux. Quoi que ce soit, j'espère me tromper, voilà où on en est. Ce qui laisse prévoir que la commission va se prononcer sur le fait que le Sénat, que le dossier serait irrecevable? Je crains que la commission s'achemine vers ça. Et je le dis parce que ce serait, écoutez, pas simplement une honte pour l'affaire Jean-Dominique et pour sa mémoire, c'est une honte pour le Sénat lui-même. Comment vous pouvez vous prévaloir de quelque autorité morale que ce soit si vous vous comportez quelque chose comme ça? Vous êtes discrédité, mais pas que dans cette affaire-là, vous êtes discrédité généralement. Comment on peut construire une démocratie dans ce pays si ceux qui sont censés la représenter fuient à ce point leurs responsabilités? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui soit capable de taper du poing sur la table, mais pas qu'au niveau du Sénat, au niveau aussi du président Aristide. C'est au président Aristide. Écoutez, ils sont membres de son parti, tous, au-delà des divergences des uns et des autres. C'est pas mon affaire, les divergences des uns et des autres. C'est au président Aristide de dire que c'est inacceptable. La responsabilité in fine, c'est lui. Qui est le premier magistrat de ce pays? C'est le président de la République. Aujourd'hui, constitutionnellement parlant, ici, c'est à lui de dire, de prendre un certain nombre de responsabilités. Moi, nous attendons, moi, pas moi personnellement, les organisations de défense des droits de l'homme, attendent qu'il se prononce sur ça. Il a un certain nombre de gestes à faire. Il n'est pas possible que le Sénat fasse ça. C'est une telle monstruosité de tous les points de vue, pas que politique, de la morale, de la simple morale, C'est un tel manque à tous leurs engagements normaux. Ça. Une police qui ne fait pas son travail, qui est manifestement complice des gens qu'elle est chargée d'appréhender. Une justice où on voit seul un petit juge, je le dis dans le bon sens du terme, vous savez, en France, on parle beaucoup de ces petits juges qui ont moralisé la République ou qui tentent de la moraliser. On l'a vu en Italie, comment un petit juge, ou un juge qui n'est pas puissant, qui n'est pas un homme du côté des puissants. Un petit juge se bat envers et contre tout. Mais le président Aristide devrait être derrière le juge en disant « Je suis à vos côtés, je suis avec vous et je vais faire en sorte que vous puissiez travailler ». Il devrait mettre de l'ordre dans sa police. Il devrait dire au Sénat « Attendez, vous êtes de mon parti, vous pouvez faire ça ». C'est à lui, la balle elle est dans son camp. Si je prends une métaphore de football, et ici on aime le football, comme je suppose je l'aime moi, sa balle est dans son camp, c'est à lui de décider. Et c'est lui qui portera la responsabilité. On ne peut jamais, en politique, ou dans le domaine de droit de l'homme, se défausser sur les autres.
Aujourd'hui, il y a une cascade de responsabilités. Si demain, Reporters sans frontières et les autres organisations, on estime que le Sénat a trompé les gens en ne votant pas la levée de l'immunité parlementaire, si la police et la justice ne se comportent pas différemment, c'est-à-dire si la justice n'appuie pas le juge Gasson, si la police ne fait pas son boulot, on ne se retournera plus contre les uns et les autres. On mettra en cause le président Aristide. Tout à l'heure, je vous racontais à propos des soldats de Tsahal, de l'armée israélienne. On a classé dans les prédateurs de la liberté de la presse, pas les soldats en question, le chef d'état-major, le responsable, le général, qui les commande. C'est ça l'autorité. L'autorité, c'est pas dire c'est moi le chef, c'est aussi porter sur ses épaules les responsabilités de ses subordonnés. Demain, ce sera le président Aristide qui devra s'expliquer de ça devant la communauté internationale. Robert Ménard, vous avez rencontré de nombreux journalistes qui sont eux-mêmes affectés par cette situation. Et quelle est votre évaluation des conditions de travail de la presse au lendemain de cet assassinat, 19 mois après cet assassinat? Écoutez, je crois que ça a bouleversé la donne. Attendez, il y avait déjà les problèmes de liberté de la presse avant l'assassinat de Jean-Dominique. Mais là, j'ai l'impression, vous savez que ça y est, c'est un feu vert. Vous pouvez vous payer les journalistes que vous voulez. Vous avez tué un des plus connus ici. Pourquoi pas vous en prendre aux autres? Vous avez vu, depuis le début de l'année, on est intervenu une dizaine de fois pour des cas de journalistes malmenés, mis en cause, menacés. Par qui? Et pas par des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. D'une part, d'abord, avant tout, de nouveau, par des responsables de la police. Qu'est-ce que c'est cette police qui menace des journalistes en toute impunité? Qu'est-ce que c'est ces organisations populaires qui, quand vous avez une tête qui ne leur revient pas, quand vous dites à un micro quelque chose qui ne leur revient pas, ils vous somment de vous expliquer? Mais c'est des voyous, je m'excuse d'employer le mot. On n'a pas affaire à des fonctionnaires d'un État responsable, on n'a pas affaire à des organisations populaires qui défendent les intérêts du petit peuple, on a affaire à des voyous qui règlent leurs comptes. Et ce que je crains, c'est que ça n'arrête pas. C'est pour ça que l'affaire Jean-Dominique est tellement importante. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire et redire aux journalistes que je rencontre, c'est votre affaire. C'est pas l'affaire ni de son épouse, ni vous, Michel, ni de sa station, ici. C'est l'affaire de tous les journalistes. L'insécurité qui règne pour la presse, et qui règne malheureusement dans ce pays, pas que pour la presse, elle est une des conséquences de la mort de Jean-Dominique. Si on peut tuer Jean-Dominique en toute impunité, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais pourquoi on ne tuerait pas d'autres journalistes? Vous savez, je le sais par cœur, j'étais en Colombie il y a 15 jours. En Colombie, on a tué des dizaines de journalistes, dans une impunité totale. Si vous êtes membre d'un mouvement de guérilla, de contre-guérilla, d'une partie des secteurs de l'armée, mais vous pouvez tuer qui vous voulez, pas que des journalistes. On tue 3000 personnes de morts assassinés chaque année en Colombie. Dans l'impunité, il n'y a aucune limite. Si on n'arrête pas les assassins de Jean-Dominique, si on ne les condamne pas, c'est la porte ouverte à encore plus de violence contre les journalistes et plus généralement contre une société. Vous savez, la presse, c'est un bon baromètre des droits de l'homme. Quand on ne respecte pas sa presse... Un thermomètre. Quand on ne la respecte pas, c'est qu'on ne respecte rien du tout. Et le peu de respect dont témoignent dans cette affaire-là la justice, la police, la classe politique et l'exécutif jusqu'au sommet de l'État pour les journalistes, à travers Jean-Dominique, il est mauvais signe et il témoigne du peu de respect qu'ils ont au fond pour l'ensemble des gens. Ça pose le problème de l'exercice de la profession, et vous avez parlé de l'importance de ce dossier pour l'ensemble de la profession, mais je voulais poser la question de l'importance de ce dossier pour vous, Reporters sans frontières. Je sais, Robert, que vous avez annulé un voyage qui devait se faire à cette époque, à la suite du lynchage d'un des suspects, Panel Renélus, lynchage qui a eu lieu à Léogane récemment. Pourquoi cette emphase mise sur le cas Jean-Dominique? Pourquoi cette importance donnée à ce cas? Il nous semble exemplaire de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on doit faire, c'est rendre la justice. Ce qu'on ne fait pas, ce qu'on fait en réalité, c'est être complice des meurtriers, parce que ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui, autour de Nani Toussaint, ou parce qu'ils ont peur de l'affronter, ou parce qu'ils sont complices avec lui, ou parce qu'il y a des problèmes d'allégeance, ne font pas leur boulot. Il m'a semblé, c'est pour ça que je suis venu ici, alors que je devais être aujourd'hui même au sommet ibéro-américain qui a lieu à Lima, parce qu'on ne peut pas laisser passer cette affaire-là. On mettra toute notre énergie. Je reviendrai ici aussi souvent qu'il le faut. Chaque fois
que ce sera nécessaire, je viendrai personnellement. Et d'habitude, je ne viens pas forcément, d'abord parce qu'il y a d'autres gens, reporters sur terre, qui sont venus il y a quelques mois et tout. Mais il me semblait que c'était important que je vienne pour, y compris, témoigner vis-à-vis de vous, de cet engagement, vis-à-vis de la station et vis-à-vis des journalistes. Je vous remercie. Des journalistes haïtiens, c'est le minimum. Je viendrai ici et je continuerai et je reviendrai. Et on fera un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on va se constituer partie civile dans ce dossier-là. On a enfin trouvé un avocat qui accepte de le faire. Se constituer partie civile, c'est témoigner de notre solidarité à votre égard, madame. Et je dis madame parce que, et pas simplement consoeur, même si vous êtes majoritaire, parce que c'est plus au-delà de ça et du respect que j'ai pour vous et pour ce que vous faites. Donc on sera partie civile dans cette affaire-là, à vos côtés et à côté du juge Gassan, parce qu'il faut témoigner de notre solidarité. On va demander à la communauté internationale de suivre Haïti. Il n'est pas possible. Il faut que l'ensemble des gens, l'Union européenne, l'OEA, l'Organisation des États américains, l'ensemble des gens qui sont des interlocuteurs, fassent de cette affaire une condition de la reprise de l'aide. C'est lié, c'est aussi un... Vous savez, il n'y a pas que de solution politique au pays, à une crise politique. Il y a une solution politique, évidemment. C'est pas mon affaire et elle est menée comme elle est menée. Une affaire de ici. justice est une solution politique. Absolument. Aujourd'hui, ce serait un signe fort, y compris pour sortir de cette situation dont tout le monde a du mal, d'après ce qu'on me dit, à envisager comment on peut en sortir. Ce serait une espèce de signe fort. Si on disait, regardez, sur cette affaire-là, on a pu faire la justice, ça veut dire que tout n'est pas désespéré, tout n'est pas désespérant dans ce pays-là. C'est-à-dire que si on fait justice dans l'affaire Jean-Dominique, ça veut dire que la démocratie n'est pas complètement morte. Il y a des gens qui sont prêts à se battre pour elle et tout ça. Donc on va demander des comptes au gouvernement haïtien et on ne va pas lui lâcher les baskets, comme on dit vulgairement. Vous savez, il y a un beau nom, les Américains dénoncent, tout à l'heure j'ai dit du mal de la presse américaine, mais ils ont un beau mot. Vous savez, les watchdogs, les chiens de garde, ils définissent comme ça les organisations de défense des droits de l'homme. On est des chiens de garde de la liberté de la presse. Les autorités haïtiennes peuvent nous faire confiance sur un point. On a une ténacité invraisemblable à Reporters sans frontières comme dans les autres organisations. Il y a des affaires qu'on suit depuis 10, 12 ans et qu'on suivra. C'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas cette affaire. On sera derrière vous, madame, derrière la radio, derrière les journalistes, autant qu'il le faudra. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je vais écrire personnellement à l'ensemble des sénateurs. J'ai vu des sénateurs, écoutez, à un moment donné, il y a un problème de morale. Je vais leur écrire à tous, au 19, en leur disant, maintenant c'est votre conscience qui est en jeu. Je me contrefiche de vos sensibilités politiques et tout, c'est votre affaire, c'est pas la mienne. Aujourd'hui, c'est là que le dossier est bloqué. C'est à vous, personnellement, de prendre vos responsabilités. Au 19, chacun. Et on rendra public leur réponse. Et je veux plus, j'en ai rencontré qui tergiversent, qui me disent, oui, mais non. Aujourd'hui, c'est oui ou non. On lève l'immunité parlementaire. Vous savez, à un moment donné, dans la vie, les questions sont simples. Des fois, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez, les gens qui vous disent toujours, c'est compliqué la vie, c'est une façon de embrouiller les choses et de ne pas prendre la responsabilité. Aujourd'hui, c'est oui ou non, on lève l'immunité parlementaire. Donc, on va écrire au 19 et on va leur demander de prendre position et je rendrai public les réponses ou l'absence de réponse. Et l'absence de réponse à une lettre comme ça voudra dire ce que ça veut dire. Je dois souligner qu'il y a eu une campagne de lettres de l'association Écovoix Jean-Dominique, la fondation Écovoix Jean-Dominique, des lettres adressées à chacun des 19 sénateurs. Il y a eu exactement 2 réponses. Il n'y a eu que 2 sénateurs à répondre à Écovoix Jean-Dominique, alors que ces lettres ont été publiées d'ailleurs dans la presse haïtienne. Donc je crois que de ce côté-là, il y a une espèce de frilosité, pour le moins, et sinon un refus de répondre sur ce dossier-là. Robert, vous avez parlé de d'engager RSF comme partie civile. Ça signifie quoi? C'est un geste assez inhabituel pour Reporters sans frontières. C'est très inhabituel. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui, globalement, mais ça renvoie à un débat plus général sur les droits de l'homme, qu'on ne peut pas, dans un certain nombre de situations, se contenter de dénonciation. Même si c'est important de dénoncer, on le fait à longueur de temps, et puis ça pèse, ça permet de changer les choses. Aujourd'hui, il faut aller plus loin dans un certain nombre de cas. Donc là, c'était un des objets de mes discussions, à la fois avec le commissaire du gouvernement, avec le juge, et le ministre. Je leur ai dit, il n'y a pas dans le droit haïtien, à ma connaissance, rien ne l'empêche. Et tous les 3 m'ont dit que, à leur connaissance, rien ne l'empêchait. Donc le juge m'a demandé et m'a dit, et le commissaire du gouvernement comme le ministre m'ont dit, il n'y a pas de problème. Donc on va être partie prenante. Pourquoi c'est un partie prenante dans une affaire comme ça et être partie civile? Ça vous donne un certain nombre de droits d'être partie civile et d'accès à un certain nombre de renseignements. On sera à vos côtés dans ce domaine-là. D'autre part, ça nous donne la possibilité plus tard d'un certain nombre de possibilités comme l'appel ou d'autres types de procédures. Et on ne s'en privera pas. Vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme, elles ont cette utilité-là. Je ne suis pas haïtien, je ne vis pas à Haïti, et donc
paradoxalement, ou pas paradoxalement, logiquement, évidemment, je prends moins de risques en disant un certain nombre de choses qu'un certain nombre de gens ici. Et ça sert à ça. On est des gens qui pouvons nous mettre au service des Haïtiens en étant à l'extérieur d'Haïti. Et en plus, je crois que c'est un dossier tellement important, on le fait très rarement. C'est un dossier tellement important qu'il nous a semblé que c'était nécessaire. Et puis, je ne peux pas dire tout ça et puis pas être à côté de vous dans le dossier sur le terrain judiciaire. J'ajouterai qu'aujourd'hui, on n'exclut plus encore d'autres procédures. Vous savez, aujourd'hui, le droit international, au nom de la compétence universelle, alors pour expliquer en gros à vos auditeurs en 2 mots, pour ne pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. Ça veut dire que quelqu'un qui est responsable, directement ou indirectement, d'un certain nombre de crimes parmi les plus graves, meurtre, torture, mauvais traitement très grave, disparition, peut devoir s'expliquer, peut être convoqué, condamné, poursuivi par un tribunal hors de son pays. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens, des chefs de l'État, des chefs de gouvernement, des ministres, des responsables de la police, qui sont poursuivis, qui sont arrêtés dans des pays étrangers, parce qu'ils sont de passage dans un pays, alors qu'ils ne sont pas de cette nationalité, que leur victime n'est pas de cette nationalité, et que ça s'est passé dans leur pays et pas dans ce pays-là. Et ils sont néanmoins poursuivis. Je le dis parce que c'est une menace pour nous qu'on fait peser sur un certain nombre de gens.